Bonjour. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a une seule personne qui est connectée. Bon, sûrement. Bon, donc, aujourd'hui, comme c'est la dernière séance de notre labo, j'ai préparé, en fait, en plus donc, de la fiche que je vous avais envoyée, donc avant que je ne lise le dernier courriel donc, du professeur, j'ai dû préparer. En fait, ça veut dire que ce que vous avez vu aujourd'hui, le jeudi dernier, on n'aura pas le temps donc, de le voir bien plus tard, puisque le jeudi prochain est férié et le mardi qui suit, c'est l'examen. Donc, je vais vous envoyer vraiment les autres fiches avec le corrigé. Bon, ce sont des exercices vraiment donc, tirés donc, du livre qu'on a toujours l'habitude donc, de regarder. C'est celui donc euh, de Krugman. OK? Donc, c'est dans ce livre que les exercices sont tirés. OK? Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que la fiche 8, bon, elle parle des externalités et, et puis, c'est essentiellement donc le dernier chapitre que vous avez vu. Et puis, donc la fiche 6 que je vous avais envoyée, il y a une partie qui concerne donc la théorie des jeux et aussi donc la firme, donc la production, donc, au niveau donc de la firme. En plus donc de quelques exercices aussi sur les externalités que j'ai préparées, que j'ai ajouté après. Donc, j'ai combiné donc la fiche 6 et la fiche 7 que vous avez ici. Je vous envoie ça, le corriger, l'exercice est là, le corriger est là. Et puis, la fiche 8 aussi. Donc, je vous enverrai les deux tout de suite avec les liens. OK? Donc, ça vous permettra donc de préparer l'examen final. Bon, pour vous donner des conseils sur l'examen final, je pense que ça va se prendre le même format. Je ne sais pas si le prof vous a fait faire un petit quiz. Voilà, donc vous devez prendre le temps donc, de revoir encore les choses. Donc, ça va être le même format, pratiquement la même chose. Mais bien entendu, les sujets vont être différents. Okay? Donc, c'est un peu ça. Bon, vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Mais en semaine, vous pouvez m'envoyer des questions avant samedi. OK? Avant samedi, si vous m'envoyez des questions, je pourrai répondre. OK? À part ça, bon, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre le week-end. OK? Donc, la fiche 6 et 7, bon, j'ai ajouté d'autres exercices à part ce que je vous avais envoyé, comme je l'ai dit tantôt. Donc, le premier exercice ici nous dit vraiment donc, de dire de quelle externalité il s'agit, s'il s'agit d'une externalité positive ou d'une externalité négative, et de décrire donc le bénéfice social marginal de l'activité, si c'est supérieur ou égal au bénéfice de l'individu, bénéfice marginal de l'individu, et de parler aussi donc du coût social de l'activité par rapport au coût marginal, et de dire s'il n'y a pas intervention donc, du gouvernement, que se passerait-il, est-ce que la production serait optimale, voilà. Donc, la première assertion, c'est que M. Cho plante beaucoup de fleurs colorées dans sa cour avant. Donc, bien entendu, c'est une externalité positive parce que d'autres personnes aiment regarder les fleurs de M. Cho. Donc, le bénéfice social marginal de regarder les fleurs est plus grand que le bénéfice privé. Okay? Il y a d'autres personnes qui bénéficient aussi donc, de ces fleurs, de la beauté donc, de sa cour, donc, dans le quartier. Donc, M. Cho, les gens aimeraient qu'il en plante beaucoup plus souvent, qu'il entretienne beaucoup plus souvent sa cour avant pour que le quartier soit beau. Mais M. Cho ne considère pas la beauté du quartier totalement, mais de sa maison simplement. Donc, il va en planter moins que, ou bien il va fournir un travail moindre que ce que la société voudrait. Le point 2, c'est votre voisin aime faire des feux de joie dans sa cour et fait souvent des étincelles qui arrivent sur votre maison. Donc, de quelle externalité s'agit-il? Donc, c'est une externalité négative. Okay? Parce qu'il y a un risque pour vous, ou bien un coût pour vous.
Mais pour lui, il ne tient pas compte vraiment du dégât que ça cause pour vous. Donc, ce qui fait que lui, il profite de la chose, mais vous, vous avez un coût externe. Donc, le risque de votre maison, que votre maison prenne feu, des étincelles du feu de joie de votre voisin, et vous êtes imposé. Autrement dit, le coût marginal social initial est supérieur au coût marginal encouru par votre voisin. Okay? En d'autres termes, le bénéfice marginal est plus petit que le bénéfice privé. Le bénéfice social est plus faible que le bénéfice privé. Donc, puisque votre voisin ne prend pas en compte ce coût externe, il aura plus de bénéfices que vous. Donc là, il faut bien que le gouvernement intervienne pour limiter vraiment donc, des activités vraiment de feu de joie dans les quartiers, dans les milieux d'habitation. Ici, Maïja, qui vit à côté d'un verger, décide de garder des abeilles pour produire du miel. Donc, c'est une externalité positive puisque les abeilles pollinisent les pommiers de son voisin et confèrent donc un avantage externe au propriétaire du verger. Donc, le bénéfice social marginal est supérieur au bénéfice marginal privé pour Maïja. Et puisque Maïja ne tient pas compte des avantages externes, elle gardera moins d'abeilles que ce qui est socialement optimal pour le verger. On nous dit aussi donc à la 4, Justine achète un gros VUS qui consomme beaucoup d'essence. Donc, s'agit-il d'une externalité positive ou négative? Les écologistes vous diront que c'est une externalité négative parce que la combustion d'essence produit des gaz toxiques, ce qui impose vraiment un coût externe aux autres. Le coût social marginal est supérieur au coût marginal supporté par Justine. En conséquence, plus de gens achèteront des VUS que ce qui est socialement optimal. OK. L'exercice 2 également aborde la même question donc de deux entreprises qui polluent la ville de Montréal. Donc, il y a deux entreprises de nettoyage à sec de Montréal, l'entreprise A et l'entreprise B, qui sont une source majeure de pollution atmosphérique. Ensemble, ils produisent actuellement 350 unités de pollution atmosphérique que la mairesse de Montréal souhaite réduire à 200 unités. Le tableau ci-dessous montre le niveau de pollution actuel produit pour chaque entreprise et chaque coût marginal de l'entreprise pour réduire sa pollution. Donc, le coût marginal est constant. Alors, la première question, bon, ça veut dire que l'entreprise A produit 230 niveaux de production et de pollution, et pour réduire une unité de pollution, ça va dépenser $5. L'entreprise B va polluer à 120 niveaux, et si elle veut réduire d'une unité de pollution, elle va dépenser $2 de plus pour chaque unité qu'elle veut réduire. Alors, supposons que la ville de Montréal adopte une loi sur les normes environnementales qui limite chaque entreprise à 100 unités de pollution. Quel sera le coût total pour les deux entreprises si chacune devrait réduire sa pollution de 100 unités à 100 unités? Donc là, lui, il va devoir réduire de 20, donc 20 fois 2, ça fait 40 unités. Lui, il va devoir réduire de 130 fois 5, ça fait 650. Donc, au total, les coûts, ça fait 650 fois 40, donc ça fait $690 qui vont être dépensés pour réduire vraiment les pollutions atmosphériques à 100 unités pour chaque entreprise. La question 2, c'est supposons que Mme Plante, donc la mairesse de Montréal, délivre 100 permis de pollution à chaque entreprise. Chacun donnera droit à une unité de pollution et que ces permis peuvent être échangés. Combien vaut chaque permis de réduction de la pollution pour l'entreprise A, pour l'entreprise B? C'est-à-dire combien chaque entreprise serait-elle au maximum disposée à payer pour un permis supplémentaire? OK. Donc, si vous dépensez $2, vous dépensez $2. Excusez-moi. Voilà. Donc, si ça vous coûte $2 pour réduire une unité de pollution et que vous voulez acquérir des permis pour pouvoir polluer, ben, vous n'êtes pas prêt à acheter le permis plus de $2 parce que déjà, vous-même, vous pouvez réduire
si vous devez obtenir un permis pour pouvoir ne pas engager des coûts de réduction de la pollution, mais ces coûts, ces permis, vous aimeriez les acheter à moins de $2. De même pour l'entreprise qui a un coût de $5, son coût maximum est de $5. OK? Alors, donc, la question petit 3 maintenant, qui vendra les permis et qui les achètera? Combien de permis seront échangés? Donc, si chaque entreprise dispose de 100 permis et elles peuvent se les vendre aussi, alors ce qui va se passer, c'est que chaque permis vaut plus pour l'entreprise A que pour l'entreprise B. Donc, B, puisque l'entreprise A donc, la pollution vaut $5 pour l'entreprise A et $2 pour l'entreprise B. Donc, l'entreprise A voit le permis là que ça peut coûter jusqu'à $5, alors que l'entreprise voit que ça peut coûter jusqu'à $2. Donc, si l'entreprise B dispose de 100 permis, l'entreprise A dispose de 100 permis, ben, l'entreprise A peut acheter donc, les permis de l'entreprise B à un coût qui est plus petit que $5 et qui est plus grand que $2. De sorte que les deux gagnent vraiment à l'échange de ces permis-là. OK. Alors, le petit 4, c'est quel est le coût total pour les deux entreprises des mesures de lutte contre la pollution avec ce système de permis? OK. Alors, avec ce système de permis, c'est que l'entreprise B réduira à zéro sa production de pollution, ce qui lui coûtera 120 fois 2, donc $240. L'entreprise A aura désormais 200 bons et pourra émettre 200 unités de pollution et 30 de moins qu'avant. Donc, les 30 de moins vont lui coûter 30 fois 5, donc ça fait $150. Le coût total de contrôle de la pollution dans le système serait donc de $390. OK. Bon, la question 3, on ne va pas traiter ça. C'est vraiment donc des questions donc, entre Marketplace et Kijiji, donc l'histoire donc de monopole des politiques commerciales. Donc, vous pouvez regarder et lire donc, les réponses qui sont données. OK. Alors, la question 4, celle qui est la première question donc, sur la fiche 6 que je vous avais envoyée. On nous dit que le tableau suivant indique la fonction de production quotidienne d'un fabricant de pizza. Le salaire horaire d'un travailleur est de $80 par jour et chaque pizza se vend à $2. Là, on nous donne la quantité de travail et donc la quantité de pizza qui est produite. Le salaire horaire, donc à l'heure d'un travailleur, est de $80 par jour, donc divisé par 8 heures de travail, si vous voulez. Et ça, c'est le nombre de travailleurs. Alors, petit 1, calculer le produit marginal du travail pour chaque travailleur et la valeur du produit marginal par travailleur. OK. Donc, le produit marginal, vraiment, c'est la quantité vraiment donc, de pizza qui est faite une fois qu'on passe à un travailleur supplémentaire. OK. Donc, ici, donc, le travailleur, ici, c'est 0,1. Donc, de 0 à 1, on passe de 0 à 110. Donc, le premier travailleur qui est embauché a produit 110 pizzas. Donc, la production marginale est donc de 110 ici. Et donc, si on passe donc de 1 à 2, ça passe donc de 110 à 200, donc ça fait 90. De 2 à 3, donc ça passe de 200 à 270, donc ça fait 70 comme production marginale. Ainsi de suite, donc ça fait 30 comme production marginale, 20 et puis 10. Donc on a une production marginale décroissante, okay, qui est là ici. Et la valeur donc de cette production marginale, c'est-à-dire que vous multipliez par le prix de vente donc, de la pizza qui est $2. Donc 110 fois 2, 90 fois 2, donc vous avez la valeur. Et dans cette valeur sera déduite donc le salaire, bien entendu, qui est de $80. Okay. Le coût est de $80.
Et le bénéfice, enfin, on va répondre donc à la question qui suit. Combien de travailleurs l'entreprise devrait-elle employer? Combien de travailleurs l'entreprise devrait-elle employer? Donc, l'entreprise devrait employer 3 travailleurs. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce niveau, si vous descendez, vous verrez que en fait, le coût marginal que vous supportez, qui est de $80, serait supérieur donc au bénéfice marginal. Donc, la valeur, bien, les recettes marginales. OK? Donc, le coût, jusqu'à 3 travailleurs, vous payez un salaire de $80 et le troisième travailleur vous apporte quand même plus de $180. Le quatrième travailleur vous apporte $60. Pourquoi l'embaucher? Pour lui payer $80, il vous apporte $60 de plus. Alors, l'entreprise devrait donc embaucher le troisième travailleur, mais la valeur du quatrième travailleur pour le produit marginal n'est que de $60. C'est moins que ce que l'entreprise devrait payer à ce travailleur, donc elle ne devrait pas embaucher un quatrième ouvrier. Alors, l'exercice 5, voilà, donc on va essayer de comparer, donc, est-ce qu'il y a lieu de faire ça, ou bien de faire, on va faire les 6 d'avant. Ça, vous pouvez lire et essayer donc de le faire. Donc, c'est la même chose. On prend donc 2 travailleurs. Donc, il y a les travailleurs donc, du Mexique et de la Californie. Okay? Donc, on va comparer un peu donc, le salaire qui est payé de l'autre côté et le salaire qui est payé aussi en Californie. Et des questions vont être posées en fait sur ça. Il y a des questions qui ne sont pas nécessairement... C'est des questions vraiment pour éveiller des intuitions. Donc, vous pouvez travailler et lire le corrigé okay, qui vient avec. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sans problème. Okay? Alors, je vais plutôt travailler ça avec vous parce que ça va venir un examen. Alors, on va regarder la théorie des jeux. Okay. C'est important. Il n'y aura pas d'autres séances. Je vais brancher le stylo. Donc là, on nous dit que on considère un marché de duopole sur lequel 2 firmes choisissent la quantité à produire face à une clientèle commune. Si la firme 1 produit une quantité et la firme 2 produit une quantité, leurs gains sont respectivement de 10 et 4. Ici. Si la firme 1 produit 2 quantités, mais si la firme 2 produit 2 quantités, leurs gains sont de 5 et 2. Donc là, si la firme 1 produit une quantité, si la firme 1 produit 2 quantités, pardon, et que la firme 2 produit une quantité, donc là, leurs gains sont de 15 et 3. Par contre, si la firme 2 produit 2 quantités, donc la firme 2 produit 2 quantités et la firme 1 produit 2 quantités, leurs gains sont de 10 et 1. Ok, donc à la Cournot, ça veut dire qu'ils choisissent simultanément donc, le niveau de production. Donc, on nous demande de déterminer la matrice de gain du jeu. Okay, donc, ça, c'est juste ça. Il faut juste lire le texte et arriver donc à dessiner ça. OK. Alors, la deuxième question, c'est quel est l'équilibre de Nash de ce jeu? Donc, comment trouver l'équilibre de Nash? Un équilibre de Nash, c'est que il faut que... un équilibre de Nash, c'est un équilibre dans lequel, en fait, les stratégies qui composent vraiment cet équilibre sont des meilleures réponses mutuelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Face à la quantité 1 du joueur 2, vous, qu'est-ce qui vous arrange le mieux? Vous voulez produire une quantité ou 2 quantités quand la firme 2 produit une quantité. Mais vous voyez que vos gains sont 10 et 15. Donc, vous allez préférer produire 2 quantités lorsque la firme produit une quantité. La firme 2 produit une quantité. Lorsque la firme 2 produit 2 quantités, vos gains sont 5 et 10. Donc, vous allez préférer produire 2 quantités toujours. Donc, à chaque fois, vous êtes mieux avec 2 quantités. Si vous êtes la firme 1. Alors, si vous êtes la firme 2, si la firme 1 veut produire
une quantité avec quoi vous sentirez mieux. Donc, vos gains sont 4 et 2. Donc, vous préférerez produire ici lorsque c'est ça. Et lorsque la firme décide de produire 2 quantités, ben, vos gains sont 3 et 1. Donc, vous êtes mieux ici. Donc, dans tous les cas, vous aussi, vous êtes mieux là, la firme 1 est mieux là. Donc, ça, c'est l'équilibre de Nash. Donc, là où ça a été souligné 2 fois. Donc, c'est un équilibre des meilleures réponses mutuelles. Donc, pour chaque personne, dans l'équilibre, les stratégies pour chaque personne constituent des meilleures réponses. Donc, chaque firme, la firme 1 va produire 2 quantités et la firme 2 va produire une quantité. C'est ça qui constitue un équilibre de Nash. Est-ce que c'est clair là-dessus? Alors, donc, on va regarder maintenant donc, le diopole à la Stackelberg. C'est juste ici, on suppose que la firme 1 est leader, donc elle décide de produire avant que la firme 2 ne produise. Donc, la firme 2 est follower, c'est-à-dire que la firme 1 produit d'abord, puis la firme 2 décide de sa quantité en observant le choix de la firme 1. D'accord? Donc, dessiner le jeu sous forme extensive. Donc, c'est aussi simple que ça. La firme 1 a ses choix, quantité 1, quantité 2. Et la firme 2 va décider maintenant. Si la firme 1 fait une quantité, elle peut faire une quantité ou 2 quantités. Et maintenant, les gains vont vraiment dépendre vraiment donc du choix qu'il aura fait. Et si la firme 1 a fait 2 quantités, elle peut décider aussi une quantité ou 2 quantités. Et les gains aussi vont être en fonction de cela. Et la question maintenant, quel est l'équilibre de Nash en sous-jeu parfait dans ce jeu? Okay? C'est-à-dire que si on veut trouver l'équilibre de Nash en sous-jeu parfait, maintenant, c'est que là, il faut partir donc du dernier joueur. Si vous êtes la firme 2 et que vous êtes à ce niveau, qu'est-ce que vous déciderez de faire? Vous voyez que vos gains sont, le gain du deuxième joueur, c'est ça qui est en deuxième position. Vos gains sont 4 et 2. Donc, vous opterez plus pour ceci. Si vous étiez à ce niveau, vous opterez plus pour ceci parce que ça vous donne un meilleur gain. Donc, c'est ici qui va être opté. Si vous étiez à ce niveau, vos gains sont 3 si vous prenez pour une, vos gains sont 1 si vous prenez pour 2. Donc, vous opterez encore pour ceci. Alors, si la firme 1 anticipe que c'est ce que la firme 2 va faire, si vous êtes la firme 1, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous choisissez ici, ben, la firme 2 va vous amener là et vos gains seront de 10. Si vous choisissez ici, la firme 2 va vous amener là et vos gains seront de 15. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préférer ça. OK? Donc, ce qui fait qu'en sous-jeu parfait, la firme 1 va produire 2 quantités et la firme 2 va produire une quantité. Donc, le chemin qui va être suivi, c'est ça. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? OK. Il n'y a pas de question? Ah oui, moi j'ai une petite question. Oui. Ça a donné le même résultat que l'équilibre de Nash de la question précédente. Est-ce que Ouais. c'est une coïncidence ou c'est normal? Je Euh, connais ma question. ouais, ça peut toujours donner la même chose. De toute façon, un équilibre de Nash en sous-jeu parfait est avec un équilibre de Nash. Il faut forcément que l'équilibre de Nash en sous-jeu parfait soit un équilibre de Nash. Ok, c'est ça. Donc, je veux dire, vu que si vous montez un peu là dans l'exemple précédent, Mhm. l'équilibre de Nash était 15-3. Mhm. Donc, ça veut dire automatiquement, même avant de faire l'exercice suivant, on savait que ça allait être aussi 15-3. Sauf qu'on n'a pas seulement un seul équilibre de Nash dans un jeu. Ça, c'est un jeu particulier, bien entendu. Il y a Ok. un seul équilibre de Nash. Donc, il Mhm. peut y avoir plusieurs équilibres de Nash, mais eux tous ne seront pas équilibres de Nash en sous-jeu parfait. Ah, ok, ok, ok. Ok, c'est bon. Merci. C'est mieux. Mais la question donc, de jeu, là, c'est important parce que vous allez avoir ça. On peut, par exemple, donc, vous demander, je peux mettre une petite variable là-dedans. C'est-à-dire que je dessine le jeu comme ça.
je mets 10 moins x, 4, 15 moins x, 3, puis 5, 2, 10, 1. Donc là, il y a une variable x que je peux vous demander de trouver pour que ça soit un équilibre de Nash. Pour que ça soit un équilibre de Nash, il faut 15 moins x. Bon, je vais mettre y ici. Pour que ceci soit un équilibre de Nash, il faudrait que le 15 moins x soit supérieur à 10 moins y. Parce que pour que vous décidez ça, il faut que ceci soit plus grand que ça. Pour que vous décidiez de jouer deux quantités, pour que ça soit un équilibre de Nash, il faut que face à cette stratégie, vous choisissiez ça. Il faut que ça soit plus grand que ça. Pour que, il faut aussi que 3, non, le joueur 2, il faut que 3 soit supérieur à 1. Bon, ça c'est déjà vrai. 3 est supérieur à 1. Mais il faut aussi que 10 moins x soit supérieur à 10 moins y. 15 moins x soit supérieur à 10 moins y. Donc, ça revient à ce que x moins y est inférieur à 5. Donc, ça c'est une condition qu'on peut vous demander. Trouver une condition pour que ceci. Trouver une condition pour que ceci. Donc, il faut juste écrire donc, les expressions. Donc, là, si vous ne comprenez pas, il faut vraiment poser la question parce que vous risquez d'avoir ça quand même le mardi prochain. Donc, vous posez la question, quelles conditions pour que ceci soit un équilibre de Nash? Donc, à vous de pouvoir dire, OK, pour que ce soit un équilibre de Nash, il faut que ce soit une meilleure réponse pour les deux joueurs. Donc, il faut que ça soit plus grand que ça lorsque l'autre joue ça. Il faut que ça aussi soit plus grand que ça lorsque l'autre joue ça. C'est ça la condition. Et la deuxième condition, c'est que 3 supérieur à 1. Oui. J'ai une question. Oui. Oui, là, j'ai pas compris, par exemple, si on a une valeur X, Y, est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on vérifie cellule par cellule ou j'ai pas compris comment vous procédez dans ce cas? Oui, non, c'est juste que j'ai mis donc des variables donc, dans les gains. C'est-à-dire que les variables ne sont pas connues. Donc, la question, c'est de savoir quelles conditions il faut avoir donc, sur ces variables-là pour qu'on ait un équilibre spécifique comme ça. OK? Donc, comme cet équilibre qu'on a ici, donc Q1 égale à 2, Q2 égale à 1, quelles conditions? Suppose que les gains n'étaient pas 15 et 10, c'était juste 15 moins X et 10 moins Y. Quelles conditions vous devriez avoir? Parce que il faut comprendre qu'on avait souligné ici parce que c'était évident parce que 15 est plus grand que 10. Mais si vous avez 10 moins Y et 15 moins X, qui serait plus grand? Vous ne savez pas. Mais si on vous demande que, on sait déjà que ça sera un équilibre de Nash, OK, donc ça veut dire que, OK, 15 moins X doit être plus grand que 10 moins Y pour que ça soit un équilibre de Nash. Il faut aussi que 3 soit plus grand devant 1. Donc, ça, c'est toujours vrai. Donc, Mais plus grand, plus petit, c'est vraiment, ça dépend le scénario. Par exemple, si on parle de profit, ça devrait être plus, mais si on parle d'années de présent, ça doit être moins, c'est ça? oui, bien sûr, parce qu'ici, c'est un profit. Oui, c'est ça, oui. Donc, si c'était un coût, par exemple, bon, dans toutes les façons, quand on donne la matrice de gain, ce sont des gains qui doivent être à l'intérieur. OK? Ne mettez pas donc dans la matrice des coûts. Si vous mettez des coûts, vous ne pouvez pas. Oui, juste parce que le prof en classe, il nous a fait un truc avec un prisonnier. Oui, donc des années, OK. Des années en prison, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait deux personnes, puis selon ce que l'autre il va faire, l'autre il doit soit avouer, soit nier. C'est ça. Oui. Donc, c'est le dilemme du prisonnier. Oui, exactement, oui. C'est ça, en fait. Donc, dans les dilemmes du prisonnier, effectivement, donc c'est le nombre d'années que vous allez faire en prison. Donc, plus le nombre d'années est assez grand, plus ça ne vous arrange pas. Donc, ce qui fait qu'effectivement, donc c'est totalement l'inverse. Okay. Donc, c'est ça, c'est clair. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Maintenant,
Voilà, je vais présenter aussi la fiche 8, c'est pour ça que je suis allé un peu plus rapidement. Euh, Comme là, excusez-moi. Oui, Je ne sais pas si on a un exercice qui traite l'équilibre de Nash et la stratégie dominante. Je veux juste comme si on peut revoir comme un exercice comme ça ou un truc pour oui, bien ben, différencier entre les deux. en fait, en fait, dans l'équilibre du Nash, on a regardé en fait, une stratégie dominante. En fait, euh, une stratégie strictement dominée, c'est de ce concept-là que j'ai souligné même d'abord. Parce que une fois que tu dis que 2 est ce qui doit être joué, ça veut dire que 2 domine un. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde donc donc je peux présenter un autre tableau, par exemple. Bon, regardons peut-être pour le joueur 1. Donc, je vais mettre joueur 1 et joueur 2. Donc, les gains du joueur 1 sont les premiers donc, dans les parenthèses. Et est-ce que la stratégie 1 est dominée ou elle est dominante pour le joueur 1? Bon, il faut juste regarder. Il faut que on voit que 10 est inférieur à 15 et on voit que 5 est inférieur à 10. OK? Donc, ça veut dire que le Q égale à 1 est strictement dominé par Q égale à 2. Parce que les gains que vous obtenez ici sont dans tous les cas plus petits que les gains que vous obtenez ici. Ok. Et on peut aussi l'avoir comme ça va être toujours, son choix, ça va être toujours le un, peu importe ce que l'autre il va choisir. Exactement. Parce que, Ok. ouais, c'est ça. Il ne faut pas juste comparer ça, comment ça, pour dire que non, c'est une stratégie excessivement dominée. Non. Si vous faites comparer 10 à 15, ça veut dire que 2 est meilleur à 1 dans le cas où l'autre joue 1. OK? Mais pour dire que c'est vraiment dominé, ça veut dire que vraiment, dans tous les cas, vous êtes mieux avec ça, quoi. Pour dire qu'il y a une stratégie qui est strictement dominée, ça veut dire que vous n'avez pas à réfléchir pour choisir, vous n'avez pas à vous poser des questions, qu'est-ce qu'il joue, qu'est-ce que l'autre va faire, non. Okay. C'est comme, prenez un gardien de but, si il sait que ben, sauter à droite est une stratégie qui est strictement dominée, vous allez voir, peu importe celui qui va venir tirer, il va sauter à droite. OK? Mais, dans le cas où, par exemple, ça va dépendre maintenant donc, de quel joueur qui tire le ballon, il peut décider de sauter à droite ou de sauter à gauche. Dans ce cas, ce n'est pas une stratégie qui est strictement dominée. Ça dépend maintenant donc, du joueur qui va tirer. Donc, en fonction du joueur, il a une stratégie qui est strictement dominée. Si c'est un attaquant, il saute à droite. Si c'est un défenseur, il saute à gauche. Donc, dans ce contexte, on parlera donc de meilleure réponse. Donc, c'est une réponse face à celui qui est devant lui. Donc, on parle de meilleure réponse lorsque c'est face à une stratégie. Donc, le joueur 1, face à la stratégie 1, par exemple, du joueur 2, il serait mieux de choisir deux quantités. Donc, ça, c'est la meilleure réponse. Face à la quantité 2 du joueur 2 aussi, il serait mieux de choisir aussi deux quantités. Donc, ça, c'est la meilleure réponse pour le joueur 1. Maintenant, on parlera donc de stratégie strictement dominante ou bien stratégie strictement dominée quand il n'aura pas à réfléchir pour savoir, OK, c'est face à quelle stratégie. Donc, ça veut dire qu'il serait toujours mieux de faire cette action-là, peu importe les stratégies donc, des autres. C'est pour ça que j'ai mis et. Donc, 10 inférieur à 15 et 5 inférieur à 10. Donc, dans tous les cas, il est bien. Donc, la stratégie ci est strictement dominée par celle-ci. Ou celle-ci est strictement dominante. Celle-ci domine celle-ci. C'est bon? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Voilà, c'est juste les deux, c'est juste la nuance. L'équilibre de Nash, c'est vraiment, elle est composée donc des meilleures réponses, alors que les stratégies dominantes, c'est vraiment pour, quelles qu'en soient les stratégies adverses. OK, donc ici, c'est toujours donc les biens publics. Donc, on va regarder les biens publics. Aussi, donc, les questions, il faut juste comprendre, hein, il faut juste comprendre parce que ça va venir au QCM pour les biens publics, oui. Et ça, bon.
Le 6-2, bon, pas nécessaire. Le 6-3, Excusez-moi. oui. Juste pour la deuxième partie, comme la première partie, c'était quand même assez facile, par exemple, de faire un graphe comme avec l'offre et la demande, le déplacement de la courbe et tout. Mhm. Mais là, surtout les deux derniers cours, c'est plus beaucoup, on doit juste plutôt expliquer qu'au dessiner ou faire, C'est je sais ça. pas. Tout à fait. Oui, Tout à fait, c'est ça. oui. Puis là, par exemple, si un énoncé, on doit juste vrai ou faux, c'est pas nécessaire, c'est pas accepté comme on doit toujours justifier, c'est ça? Si on va justifier, bien entendu. Ouais. On va justifier, mais ce n'est pas nécessairement par un graphique. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça. En tout cas, j'espère que ça ira mieux cette fois-ci parce que je trouve quand même la dernière partie assez Ouais, elle est un pratique. peu. Ouais, je pense que le confinement a fait que on a manqué quand même. C'est comme si ça a été beaucoup plus intense, rapide même que C'est ça, oui. que l'année dernière. J'ai l'impression que la session d'été n'a pas vite commencé cette année. Oui, exactement. Puis surtout la deuxième partie parce que là, j'ai l'impression que c'était trop rapide. J'ai pas eu le temps pour bien digérer la matière, on Tout à fait. dirait. C'est Oui, moi-même, j'étais un peu surpris que ça allait très vite. Vous voyez que je vous présente plusieurs fiches en même temps. c'est ça. Puis là, oui, là, vous me montrez deux fiches aujourd'hui. En fait, Et c'est on trois. a C'est trois même d'ailleurs, parce que on devrait faire une le jeudi prochain et faire une le mardi qui arrive, mais apparemment, le temps est écourté, quoi. Donc, ça fait que vous devez essayer de travailler beaucoup plus. Donc, exactement. Là, on aura deux fiches maintenant à faire cette c'est fin de ça. semaine pour préparer à l'examen. C'est ça. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu vraiment le temps pour tout Oui, voir bon, c'est comment pas il une faut. impression, c'est vrai. C'est vrai. Parce que en fait, j'ai l'impression que la session n'a pas vite commencé et elle devrait vite terminer. Donc, c'est pas bon. Exactement, parce qu'il y a eu de retard. On a commencé le 10 mai. D'habitude, il commençait comme le début de mai ou la fin d'avril. Exactement. Donc, c'est ça qui fait que c'est comme on a eu une semaine, deux séances qui sont prises sur donc, notre programme. Et puis bon, et bon, Mais on fait avec ce qu'on peut. c'est ça. On va faire avec ça. Mais l'essentiel, c'est de vraiment comprendre. Je pense que l'examen ne sera pas difficile. Le professeur tiendra compte de ça. Bon, de toute Et moi, façon, dans les corrections, je ne serai pas non plus trop sévère. ok. Donc, Excusez-moi, je ne vais pas trop parler non plus, mais parce que tantôt, j'ai demandé au prof si elle allait comme nous donner des quiz, un truc comme ça, comme la dernière fois avant l'intra. mhm. Puis il m'a dit que comme là, il va s'occuper. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez une quiz ou... Il a dit ça. Oui, c'est ça ce qu'il m'a dit. OK. Bon, je vais essayer de vous envoyer peut-être un petit quiz. Ok, puis est-ce que vous allez envoyer le corrigé aussi? Ou Euh, on va poser nos questions si non, je ne suis pas sûr que vous allez les corriger. Ok. Ouais. Mhm. Je, attendez, je vais mettre ma pause pour chercher voir si. OK. Voilà. Donc, cet exercice qui est sur donc les externalités aussi. Donc, il faut savoir pouvoir comprendre l'intuition, comprendre l'idée, l'idée qui est derrière, pour pouvoir répondre donc, aux questions donc, à choix multiples. Voilà, donc on nous donne aussi donc, la signalisation routière. Est-ce que c'est un bien public ou non? C'est un bien rival ou non? Donc, les feux de signalisation routière sont non rivaux dans la consommation. Le fait d'utiliser ce bien n'affecte pas vraiment l'utilisation donc, du voisin. S'il utilise la signalisation de rue, cela ne réduit pas vos chances de l'utiliser. Et c'est non excluable. Personne ne peut empêcher une autre personne d'utiliser un panneau ou un feu de signalisation. Et les panneaux de signalisation sont donc des biens publics. En raison du problème du passager clandestin, la quantité fournie à titre privé serait insuffisamment faible. C'est-à-dire que si c'est vous qui devez mettre les feux de signalisation dans les quartiers, vous en mettrez peut-être juste devant votre maison un panneau qui dit attention à nos enfants. De l'autre côté de la rue, enfin, de l'autre bord de la rue, ça vous importerait peu parce que, voilà, votre bénéfice privé est plus faible que le bénéfice social ou le bénéfice public.
Et il en est ainsi aussi donc de tout ce qu'il y a comme les lampadaires publics, les soins de service, de santé, voilà, etc., etc., etc. Donc là, on est donc dans le service de transport ferroviaire et le service de transport ferroviaire est rival en termes de consommation. Donc, si je consomme un siège, donc le métro, le train, bah, vous ne pouvez plus le prendre. Donc, si c'est plein, c'est plein. Et c'est excluable. Vous ne pouvez pas consommer le service si vous n'avez pas le ticket. Okay? C'est juste ceux qui détiennent un permis qui peuvent entrer ou un pass. Donc, bien que le service ferroviaire est un bien privé, il crée une externalité positive sous la forme de réduction de la congestion du trafic routier et aérien. Le marché fournirait un faible niveau de service ferroviaire aux voyageurs et il existe donc une justification pour le pouvoir public de soutenir le transport ferroviaire. Okay. Bon, cette partie de l'explication dépendra effectivement donc au Canada, en tout cas à Montréal, à cause des enchères. On a intérêt ou bien à cause, donc, pour des raisons écologiques, on soutient donc les services ferroviaires, donc le métro. Et les règlements limitant la pollution. Donc, les réglementations limitant la pollution ne sont pas rivaux dans la consommation. C'est-à-dire, les avantages de ces réglementations ne sont pas diminués par votre avantage. Et non exclu, la personne ne peut être exclue de manière sélective afin de ne pas bénéficier de ces réglementations, à savoir exclure de respirer de l'air pur ou de boire de l'eau propre. Donc, ces règlements sont un bien public. En raison du problème de passagers clandestins, toujours, la quantité de ces réglementations serait inefficace. Okay. Donc, en tout cas, tout ce qui est public, il y a le phénomène du passager clandestin. Parce que on aimerait vouloir utiliser sans pouvoir contribuer à cela. Et une autoroute sans péage. Donc, une autoroute sans péage est un bien rival dans la consommation. Donc, si j'utilise l'autoroute, je crée pour vous une externalité négative. Donc, plus de congestion, c'est-à-dire que je réduis votre avantage de l'autoroute, mais c'est un bien non excluable. Donc, les conducteurs peuvent rouler sans payer pour avoir l'accès. Et l'autoroute est donc une ressource commune. En raison de la non-exclusion, un problème de passagers clandestins existe et la quantité fournie par le secteur privé des autoroutes serait inefficacement faible. Okay. Donc, les phares côtiers, c'est la même chose que j'ai parlé. Donc, les lampadaires, c'est un bien non rival dans la consommation et aussi non excluable. Donc, c'est un bien public. Okay. Donc, le problème du passager clandestin aussi. Donc, vous aimeriez profiter, mais c'est lampadaire de ces phares sans pour autant contribuer à son installation, ou bien sans pour autant être l'initiateur de celui qui va vouloir les mettre dans la ville. C'est le travail du maire, donc le pouvoir public. OK? Donc, ça, c'est de manière intuitive. Donc, il y a l'exercice de parler un peu donc, de la même chose aussi, mais de manière, donc, on essaie de mettre les chiffres là-dessus avec le contexte de COVID-19. Donc, on proposait une société pharmaceutique du Québec qui a un coût fixe très élevé donc, pour développer un vaccin contre le COVID-19, mais le coût marginal de distribution du vaccin aux patients est négligeable. Et la société pharmaceutique détient le brevet exclusif sur le vaccin. Et vous êtes un régulateur qui doit décider quel prix la société est autorisée à pratiquer. Alors, on nous demande donc d'indiquer sur un diagramme le prix du vaccin qui émergerait si la société n'était pas régulée et appelez-le PM. Et quel est le prix efficace du vaccin et montrer la perte sèche qui découlerait au moment du prix PM. Donc, si la société n'est pas réglementée, elle se comporterait comme un monopole et choisirait une quantité QM à produire où le revenu marginal est égal au coût marginal qui est égal à 0, parce que le coût marginal est nul. Et cela conduit au prix PM. Et le prix efficace est cependant un prix nul. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment que les gens se vaccinent, si vous voulez que toute la population se vaccine, il ne faudrait pas facturer
Donc, le prix efficace pour la société, c'est un prix nul. Mais si l'entreprise n'est pas réglementée ou bien subventionnée, elle va vendre donc le vaccin à un prix donné. Et donc, il y a une portion de la population qui ne va pas se faire vacciner. Tous ceux qui auront, sur la courbe de la demande, vraiment prix inférieur, donc ici, tous ceux qui sont prêts à payer un prix inférieur à PM ne vont pas vouloir acheter ça. Et donc, ça c'est la demande, hein. C'est la demande. Donc, la perte, c'est ça. Donc, cette quantité de la population ne vont pas se vacciner. OK? Ça, c'est le revenu marginal. Donc, ça, c'est le coût total moyen. OK? Donc, le prix efficace est cependant un prix nul. Il y a une perte sèche égale à la zone ombrée dans le diagramme ci-dessous. OK? Parce que quand vous voulez le surplus donc des producteurs, vous allez prendre tous les prix qui dépassent donc le coût total moyen de cette partie. Et pour la demande, normalement, si on veut le surplus donc des consommateurs, ça va être ça, cette partie. OK? C'est eux qui vont pouvoir bénéficier. Mais ceux qui ne pourraient pas bénéficier du vaccin, c'est tous ceux qui ont un prix qui est inférieur à ce prix de vente et il aurait pu avoir une quantité. Vous voyez? Donc ça, c'est la quantité qui est fournie. Il aurait pu avoir une plus grande quantité jusqu'à satisfaire toute la demande. OK? Et c'est ça qui fait la perte sèche. Alors donc, bon, bien entendu, on ne va pas vous faire un essai sur COVID-19 ou bien dans ces genres de réglementation. Je vais juste vous montrer. Par contre, ce que vous verrez en système de perte sèche, tout ça, ce sera exactement donc, comme on avait déjà vu, le producteur, le prix d'équilibre. Donc, vous connaissez un peu déjà ces notions. La question 2, donc là, on dit sur notre diagramme, indiquer le prix minimum que le régulateur peut imposer tout en amenant la société pharmaceutique à développer le vaccin. Appelez-le P étoile, montrer la perte sèche qui découle de ce prix et en quoi est-elle différente de celle qui découle du prix PM. Donc, le prix bas qui incite encore la société à développer le vaccin est le prix où la courbe de demande croise la courbe du coût total moyen. À ce prix, la société atteint juste l'équilibre. Il y a perte sèche plus faible que pour le prix PM. OK? Donc, là où la courbe total moyen croise la courbe de demande, à ce niveau, c'est ça l'équilibre. Donc, lorsqu'il n'y a pas de monopole, donc cet équilibre, elle va pouvoir produire une quantité Q étoile et le prix aussi serait plus faible, P étoile, plutôt que la situation de monopole où elle décide par rapport donc au coût, au revenu marginal. Donc, il ne faut pas que le revenu marginal soit négatif. OK. Donc, la perte sèche ici est plus faible que vraiment la perte sèche dans le cas de monopole. Donc, pour tout ce qui concerne donc les biens comme le vaccin, par exemple, il ne faut pas le laisser donc en situation de monopole, à moins que ça soit subventionné pour que plus de personnes puissent accepter de se faire vacciner. Déjà, on paye donc les personnes pour se faire vacciner. Déjà, les gens sont averses au vaccin. Donc, on dit, supposez que vous soyez bien informé du coût fixe de la société pharmaceutique. Comment pourriez-vous utiliser la régulation par le prix combiné à une subvention versée à la société pour faire que la quantité efficace du vaccin soit fournie au moindre coût au gouvernement? Donc, vous pouvez régler le prix de la société à zéro. De cette façon, toutes les personnes ayant une volonté positive de payer recevront le vaccin pour garantir que la société développera le vaccin
le gouvernement versera à l'entreprise une subvention égale à son coût fixe. Bon, bref, c'est un exercice vraiment pour nous amener juste à comprendre un peu le contexte actuel de la pandémie, mais ça ne veut pas dire que ça reviendra un exercice de ce genre à l'examen. OK? Par contre, l'exercice, bon, ça c'est le parc, vraiment, donc, de Burchard Gardens, Victoria, je pense que c'est pas non plus... ouais, on va regarder cet exercice aussi. Ça va nous... On aura juste une idée encore donc, sur le bien public, sur la nécessité donc d'augmenter ou bien de diminuer donc le surplus du consommateur en subventionnant. Okay? Donc ici, on a donc un jardin, un parc d'attractions, donc le Burchard Gardens, un très grand jardin situé à Victoria, en Colombie-Britannique. Et c'est renommé pour ses plantes magnifiques. Il est tellement grand qu'il pouvait recevoir beaucoup plus de visiteurs qu'il n'en reçoit actuellement. Le prix d'entrée est de $30. Pour ce prix, 1000 personnes visitent le jardin chaque jour. Si l'entrée était gratuite, 2000 personnes le visiteraient chaque jour. Donc, les visites à Burchard Gardens sont-elles excluables ou non excluables? Donc, on a déjà la réponse, excluables. Sont-elles rivales en consommation ou non rivales? Bon. On a aussi la réponse, vu que c'est 1000 personnes et il y a 2000 qui peuvent y aller. OK? Donc, ce n'est pas rival, quoi. OK? Et de quel type de bien s'agit-il? Donc, ce n'est pas un bien vraiment public parce que vous payez avant d'entrer. Donc, c'est un bien qui, on peut dire, pas forcément rare, naturellement c'est pas rare, mais artificiellement rare. OK? Donc, c'est un bien qui est excluable parce qu'on paie. Ce n'est pas un rival parce qu'actuellement, il y a 1000 personnes qui entrent, donc il y a 1000 places supplémentaires. Donc, s'il y avait 2000 personnes qui entraient, dans ce cas, ce serait rival parce que vous allez courir pour avoir en premier le ticket pour ne pas rater. OK. Donc, ce n'est pas rival. Cependant, ce n'est pas un bien public. Il est officiellement rare. On a rendu ça. Excusez-moi. Oui. Là, je comprends exclusif, puis Rival. rival, mais bien artificiellement rare, là, je comprends pas. On n'a pas vu ça au cours, je pense. Vous avez vu quel bien? Bien public et bien privé, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Ouais, bon. Si On avait bien public, bien. Allô? Oui, excusez-moi, j'ai juste coupé parce qu'il y avait du bruit. Oui, on avait bien public et bien privé, puis si on peut l'acquérir, on ne peut pas l'acquérir, donc c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Donc, ici, c'est sûr que ce n'est pas un bien public. La question essentiellement, c'est de savoir si c'est un bien public. Donc, ce n'est pas un bien public. Mais là, bon, si tu veux, c'est un bien privé. C'est pour ça qu'on dit, c'est naturel, OK? C'est quelque chose qu'on a naturellement dans la nature, donc en public, mais c'est privé dans le sens que, bon, voilà, on l'a rendu ainsi. OK. Parce que là, on peut dire que c'est un bien public, vu que le fait qu'on le consomme, ça n'empêche pas l'autre de le consommer, on peut dire ça comme Non, ça? parce que le bien public, il faut vraiment que ça soit un bien public, il faut pas que ça soit excluable. Il faut que les gens aient accès vraiment. Ils sont payés normalement. C'est ça. OK, comme la police ou. C'est ça. Ça doit être un bien public. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine différenciation. Les riches ne doivent pas être favorisés par la police et tout. Ouais. Mais là, c'est un peu mélangeant. Par exemple, l'éducation. Si on parle primaire, c'est pas excluable, c'est un bien public. Mais rendu à l'université, est-ce que c'est toujours un bien public ou c'est Non, non, c'est ça. On a rendu, c'est que tu décides, en fait. Tu ne peux pas décider il faut se faire accepter
d'abord, il faut avoir une admission. Donc, c'est vraiment excluable. Et parfois même, c'est rival. Quoique, enfin, là, quand on se tient vraiment à la définition, mais quoique le pays est tenu de fournir quand même l'éducation, mais à un certain niveau, c'est vraiment le privé. Beaucoup, pas mal d'universités. Je pense que c'est l'UQAM seulement qui est public. Okay. L'UDM, McGill, Concordia, ce sont des universités privées d'ailleurs. Donc, on ne peut même pas dire que ce sont des biens publics, ce sont des biens privés. Okay. Quoique l'UQAM est une université publique, mais on dit que c'est parapublic parce que c'est le privé, c'est pas l'administration publique qui gère cela. Oui, mais par exemple, pour s'inscrire, on paye des frais de scolarité, donc C'est ça, c'est pas public. C'est un peu mélangeant, par exemple, aussi pour les ressources naturelles. Euh, on peut dire que c'est public, mais il y a des fois qu'on doit payer, par exemple, pour avoir l'autorisation de pêcher. Vous comprenez? Des fois, c'est un peu mélangeant. Exactement. Donc, à partir du moment où, en fait, c'est pour ça qu'il faut juste se tenir à la définition. À partir du moment où vous avez besoin vraiment de Okay. Et des fois, par exemple, le prof, il ne va pas mentionner qu'on doit acquérir un permis. Donc, s'il ne le mentionne pas, donc on va juste faire comme si c'est gratuit là, pour aller. Exactement. Dès que ce n'est pas mentionné, ça veut dire qu'il n'y a pas cela. Donc, vous n'avez pas à l'imaginer. OK, donc on n'a pas à l'imaginer. Non. Tant que les six n'en parlent pas, on n'imagine rien. On se tient juste dans le contexte ici. OK? OK, merci. C'est ça. Donc là, on nous demande de tracer un diagramme de courbe de demande de visite à Birchard Gardens en indiquant la situation quand le tarif d'entrée est donné de $30 et indiquer la situation lorsque l'entrée est gratuite. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a une demande qui est comme ça. Voilà, qu'on fixe le prix à $30. Excusez, j'ai pris le graphique donc, directement du livre. C'est $30 ici. Donc, $30. Donc, ça donne une quantité de 1000. Mais si c'est $0, ça fait 2000. C'est juste aussi simple que ça. Donc, la perte qu'on avait, c'est cette perte-là. OK? OK? C'est parfait. Alors, bon, si vous voulez calculer la perte, je ne sais pas, ça fait 1000 fois 30, divisé par 2, bon, quelque chose comme ça. Dernier exercice. Bon, je ne veux pas vous le présenter. C'est plutôt un exercice de calcul numérique, vraiment qui traite encore donc des situations donc de monopole. OK? Excusez-moi. Oui. Donc, sur cette dernière partie, on va avoir juste des choix multiples. On n'aura pas des questions à développement. Oui, vous aurez toujours la même chose. Donc, je pense que c'est 4 ou 5 exercices encore avec les questions à choix multiples. OK, non, je parle du cours qu'on avait aujourd'hui. C'est quel cours? Le cours qu'on a eu aujourd'hui, en fait, la fiche d'exercice numéro 8. Je pense qu'il correspond là. Ah oui, ok, tu parles de la fiche. Je pensais que tu parlais du cours. Ok, oui. Oui, donc cette partie, on va avoir juste des choix multiples plutôt que des exercices de développement ou de calcul, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, tout ce qui aura un rapport avec le bien public, ce genre de choses, il n'y aura pas de calcul. Il n'y aura pas de calcul. Ce sera un choix multiple. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, je parle aussi donc de l'exercice 5. Donc, il parle aussi dans la même chose. Donc, là, c'est une radio publique. OK? Excluable ou non? Est-elle rival ou non en consommation de quel type de bien? Donc, on sait tous aussi donc, la radio, tout le monde peut la capter. Et donc, ce n'est pas un bien rival non plus. Vous l'écoutez chez vous, moi aussi je l'écoute à la maison.
et ça ne dérange rien. Donc, c'est vraiment, la radio publique est vraiment un bien public. Et la question qu'on te demande, c'est que est-ce que l'État devrait soutenir la radio publique? Expliquez votre raisonnement. Donc, comme pour tous les biens publics, les marchés privés conduisent à une quantité inefficace du bien offert. Donc, le bénéfice marginal individuel des programmes de la radio publique est inférieur au bénéfice social marginal. Donc, les individus ne sont donc pas disposés à payer pour un programme efficace pour la radio publique. Et par conséquent, la quantité du programme serait inefficacement faible. Il y a lieu de soutien pour la radio publique. Okay. Donc, en fait, tout ce qu'il y a vraiment donc, public, voilà, je répète encore, donc, les gens sont mieux quand, quand on demande volontairement aux gens de le faire, ils ne vont pas le faire. Donc, il y a un gouvernement qui décide, qui prend ça en charge. Donc là, ils vont taxer donc, par les taxes et tout, pour les impôts et tout, pour pouvoir fournir donc ce bien-là. OK. Alors, la troisième question, c'est aussi dans ce sens. Je pense que vous pouvez le lire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ici aussi, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous enverrai. Je ne sais pas pour le quiz. Je vais essayer quand même de vous l'envoyer. Je vais essayer de l'envoyer. Et là, je vous conseillerais vraiment donc de travailler le quiz. Ça, le quiz donne toujours une image un peu donc, de comment ça sera. Donc, vous voyez un peu. Donc, là, on dit en équilibre de long terme, en concurrence parfaite, le coût moyen de l'entreprise doit être inférieur, égal ou supérieur au prix reçu. OK. Donc, long terme de la concurrence pure et parfaite. Donc là, c'est un peu donc ce genre de questions. Donc là, la justification. Excusez-moi. Oui. Le coût moyen, il va être égal au... le coût moyen, il va être égal au... Pardon, excusez-moi. Au prix. Oui, c'est ça, égal au prix reçu. Comment on va justifier? Je vais juste essayer de faire ça, juste pour m'assurer que je comprends bien. Si vous voulez, vous pouvez arrêter l'enregistrement parce que je vais Est-ce juste... que vous voyez l'écran? Oui. Vous voyez ce que j'écris aussi? Donc, si on veut le justifier, on veut juste parce qu'on est en concurrence parfaite. Donc, en long terme, il n'y aura pas de profit positif. Donc, le coût va être égal au prix pour avoir un profit nul, c'est ça? Exactement, c'est le profit nul. C'est ce que je vais. Ça, il faut que le profit soit nul. Ouais, ok. Moi, je veux juste m'assurer que je comprends. C'est ça. Ok. En fait, c'est ça. Donc, je l'ai dit que quand le profit est nul comme ça, vous allez voir que le prix, ça c'est les recettes, hein, et ça c'est le coût total. Vous allez voir que le prix va être égal au coût total divisé par Q. Donc, le coût total divisé par Q, c'est quoi? C'est le coût total moyen. Donc, le prix égal au coût total moyen. C'est bon? Oui, mais l'explication que j'avais donnée, est-ce qu'elle est correcte aussi? Si je l'avais écrit comme ça, juste comme une phrase. Oui, justement, c'est exactement la même chose. Le profit nul qui m'a permis donc de... Oui, ok. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ce genre de questions que vous aurez. Qu'on avait déjà regardé, je pense que dans la fiche précédente, on a regardé pas mal de questions aussi, donc sur ça. Donc l'exercice, là, il faut les traiter. Là, les corriger si je ne vous l'enverrai pas par courriel. OK? Bon, je sais que vous avez des techniques pour stopper l'écran, pour bien regarder, mais ceux qui vont pouvoir consulter les liens, c'est bien, vous saurez que je l'ai mis là. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, merci beaucoup pour tout.
Ouais, Ouais, bon, vous pouvez m'envoyer des questions aussi, comme d'hab. Je vais répondre avant le week-end, bien entendu. oui, bien sûr. Là, parce que des fois, je trouve ça. Vous pouvez arrêter l'enregistrement si vous voulez, là, parce que c'est une question. OK. Oui.